Chers amis, je le sais, nous avons tous un peu la gueule de bois. La réélection d'Emmanuel Macron a littéralement accablé beaucoup d'entre nous. C'est vrai, il faut l'avouer. Cette fois encore, le système, le rouleau compresseur des médias dominants ont été plus forts. Mais cette déception ne doit pas effacer ce qu'il nous reste à bâtir et encore moins ce que nous avons déjà construit ensemble. Malgré les coups de nos adversaires, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre TV Liberté. Et quel meilleur exemple que ce nouveau cap franchi sur YouTube. Alors même que la plateforme américaine nous censurait encore sans sommation, nous avons franchi le seuil des 500 000 abonnés. C'est un succès que TV Liberté tient de sa longévité, mais surtout de la confiance que vous avez pu placer en nous, grâce à une information honnête, une information sans caricature ni conflit d'intérêts. Car TV Liberté, vous le savez, n'a pas de publicité, pas de subvention et pas non plus d'oligarques ni russes ni nomades pour se financer. Non, TV Liberté n'a que vous et c'est déjà beaucoup. Alors c'est vrai, nous vous sollicitons régulièrement pour garantir cette indépendance. Mais comprenez bien, nous n'avons pas d'autre choix. Et croyez-moi, nous faisons déjà beaucoup avec bien peu. Pour produire un journal quotidien, les chaînes subventionnées emploient plusieurs centaines de personnes. À TV Liberté, le journal, c'est 6 personnes en tout. Et nous n'avons jamais manqué un rendez-vous. Mais évidemment, nous sommes toujours un peu sur le fil. Alors pour continuer, nous avons sans cesse besoin de votre soutien. Car sans vous, TV Liberté n'a ni raison d'être, ni moyen de faire. Alors dès à présent, donnez-nous un coup de pouce. Cliquez sur le lien qui s'affiche ici, juste au-dessus, et aidez-nous. Je compte sur vous. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Politique et Économie. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, la revue de presse financière internationale avec Pierre Jovanovic. Bonjour Olivier Pichon, Bonjour, merci à vous. Bonjour mon cher Pierre, comment allez-vous ? Écoutez, très bien, sauf que tout ce que nous avions annoncé est en train de se dérouler, mais oui. C'est comme un scénario, hein. Là on coche toutes les cases, hein, les unes après les autres, hein. C'est tout à fait extraordinaire. Alors nous allons parler, pour commencer, de nos amis les riches, qui se portent bien, me semble-t-il. Ah oui, ils se portent de mieux en mieux, de mieux en mieux. Après les Rolls dont nous avions parlé, les ventes extraordinaires de voitures, maintenant c'est les Rolex qui marchent bien. Apparemment. Alors, écoutez, c'est très révélateur. Vous vous souvenez que dans une revue de presse précédente, on avait donné l'information comme quoi les ventes des Rolls-Royce, des Aston Martin, des Jaguar, etc., avaient pulvérisé, Bentley avaient pulvérisé, ils avaient battu des records absolus. Parce que les ultra-riches, effectivement, se sont enrichis encore plus. Donc, ils achètent des voitures. Et là, on voit bien, si vous voulez, qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que maintenant... Alors, vous n'allez pas nous croire, mais vous pouvez vérifier l'information. C'est Bloomberg qui nous la donne. Oui. Il n'y a plus suffisamment de montres Cartier. Il n'y a plus suffisamment de montres Rolex, évidemment. Pas de Cartier. Pas de Cartier, hein, voilà. Oh. Voilà. Pas de IWC, des Jaeger Le Coultre. Enfin, vous savez, Jaeger, voilà. Toutes les marques de montres de luxe, vous savez, entre 20, 30 000, 40 000, voire plus. Oui. Et vous avez vu d'ailleurs, pas plus tard qu'à Nice, hein, hier, quelqu'un s'est fait dépouiller dans la ville et on lui a volé ses montres. Alors c'est de plus en plus fréquent maintenant. Les gens s'attaquent, ils repèrent, si vous voulez, dans les rues piétonnes, si vous voulez, quelqu'un qui porte une Rolex, une Omega ou une Cartier, et boum, il les dépouille. Avant c'était les chaînes en or, maintenant c'est les montres de luxe. Et donc on voit bien, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Une rupture de stock de belles montres. Il y a une rupture de stock, si vous voulez, de montres pour les ultra riches. Nuance. Oui, bien sûr. C'est pas les Swatch, quoique.
Quoique, Swatch a sorti, et alors ça, on va voir les images derrière nous, c'est quand même incroyable. Swatch a sorti une montre Omega, la Speedmaster, pour 250 €. C'est-à-dire que il y a marqué Omega dessus, il y a marqué Swatch. C'est la réplique absolue de la Speedmaster, la célèbre Speedmaster que les astronautes ont portée dans les fusées Apollo, etc. De la NASA, oui. Non mais attendez, moi je n'en croyais pas mes yeux. À Tokyo, à Paris, à Hong Kong, Singapour, les gens faisaient la queue. Parfois il y avait genre 200 mètres de fil et les gens venaient la veille. C'est-à-dire qu'en fait, ils patientaient quasiment pendant 24 heures simplement pour pouvoir s'acheter une Omega. Vous voyez, c'est la classe en dessous. Oui, oui. Hein, sur 250 €, bon, c'est pas. Ouais, mais vous voyez que maintenant, si vous voulez, même, les classes moyennes ou. Moyenne supérieure ou moyenne. Ou moyenne inférieure, on va dire ça comme ça, Lower ont middle class. absolument besoin d'étaler, si vous voulez, une marque de luxe pour se sentir un peu riche. Ouais. Vous voyez, curieux, cette c'est fascination. très curieux, parce que on se souvient qu'il y avait, vous savez, sur les champs, il y avait une file indienne pour acheter le dernier Apple. Ça, c'est fini, ce phénomène est terminé maintenant. Mais je n'aurais jamais imaginé, si vous voulez, de voir 300 personnes devant la boutique Swatch sur les Champs-Élysées. Mais attention, parce que peut-être qu'on va voir aussi des files d'attente pour s'acheter des nouilles et du pain. Mais justement, on va y venir, parce que c'est l'enchaînement, si vous voulez. C'est ça qui est complètement dingue. C'est qu'aujourd'hui, tout ce qu'on a, alors c'est simple, tout ce que nous avons annoncé depuis toutes nos revues de presse est en train de, à nouveau, je vous le dis, je le redis, se passe vraiment à la virgule près. C'est-à-dire que maintenant, c'est l'hyperinflation. Alors on met ça sur le dos de Poutine, de l'Ukraine. Alors l'Ukraine a bon dos. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout dans le monde est fabriqué en Ukraine. Oui. Y compris les montres Cartier. Oui, y compris les Omega, les Piguet. C'est la faute à Poutine. Oui, c'est ça. Tout est fabriqué en Ukraine. Ouais. Tout, absolument tout. Ouais. C'est étonnant parce qu'on lui prête un PIB extrêmement faible de 125 milliards de dollars, ce qui est quand même assez modeste. On se demande comment elle peut tout fabriquer si elle a un PIB aussi faible. Non, mais il se moque de nous. Ouais, bien sûr. Il se moque de nous. Écoutez, je dois voir ça quelque part, parce que la planche à billets, la planche à billets continue toujours à tourner. Mais il n'arrête pas. Ouais. Je veux dire, chaque semaine, à la limite tous les 3 jours, l'agence France Trésor nous endette de plus en plus. Et aujourd'hui, la richesse des Français sur les livrets A, sur les assurances vie, etc., elle est inférieure aujourd'hui aux 3 trilliards, donc, 3 trilliards de dettes qu'a la France. L'épargne des Français. Pardon ? L'épargne des Français, donc, convoitée par un certain nombre de. BlackRock ? Oui, par exemple. Ne suffira pas à payer la dette. Non. Bon. Non. Donc, les enfants paieront. Ou les petits-enfants. Non, on va payer. Vous allez payer. On ne va pas attendre les petits-enfants, ni les enfants. Là, ça va se passer à la fin de l'année ou l'année prochaine. Vous vous souvenez de la publicité de la BNP dans les années 70 ? Votre argent m'intéresse. Oui, c'était très original pour l'époque, mais le souci, si vous voulez, tiens, puisque vous parlez de la BNP, je fais une parenthèse. Hein. J'ouvre juste un tiroir. Voici un exemple de ce qui se passe de plus en plus souvent via notre lecteur, Monsieur Duvivier, hein, qu'on salue. Voilà. Alors, il m'avait mis en échange dans ses mails avec Monsieur Jens Michael Lund, qui est un conseiller de la BNP, qu'on salue aussi. Voilà. Donc, ils lui ont bloqué un virement, un paiement, et ça a pris 9 jours, hein, avant de m'avertir de l'inexécution, en me demandant une copie de la facture, l'objet du paiement, l'inquisition tant décrite par M. Jovanovic, donc il m'a cité dans le mail, que je mets en copie, et je vous invite, là. Cela se passait généralement avec les particuliers, mais entre entreprises. Oui. Attends, et de BNP Fortis à BNP. Oui. BNP Fortis, hein, c'est pas la banque de l'Afghanistan, là. Non. Mais justement, je sais pas, 300 €. 300 €. Oui, et c'est tout à fait intéressant parce que ça veut dire que on nous dit le numérique va accélérer les transactions, mais le soupçon, l'ère du soupçon dans lequel nous sommes centrés, l'ère du contrôle, freine au contraire la bonne marche de ces opérations. Je pense qu'il y a une contradiction fondamentale. L'effacement. Vous voulez dire que les patrons des banques mentent ?
C'est exactement ce que je pense. Oui. Oui, c'est ce que vous êtes en train de dire diplomatiquement. Merci d'exprimer ma pensée, mon cher ami. Mais franchement, c'est ce qui se passe aujourd'hui. On le voit. Tous les jours, les gens font l'expérience de votre lecteur. Tous les jours. Ah, mais de plus en plus. Non, mais c'est ça qui est fascinant. De plus en plus. C'est une des raisons pour laquelle, si vous voulez, la revue de presse est de plus en plus suivie. Alors, je termine là-dessus. Regardez. Donc, la BNP a prétexté l'information, donc LIA, blabla, serait à l'origine du blocage qu'elle aurait déjà avec un autre client pour le terme LIA, blabla. Et donc, on lui demande de justifier ce qu'il a acheté. Non, oui. Mais c'est l'ère du contrôle, l'ère du soupçon et du contrôle. Non, c'est pour empêcher de sortir l'argent. Alors, aussi, mais bien sûr. C'est une question de trésor pour la banque. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, justement, nous étions sur les riches, sur les Rolex, sur les Omega, et nous avons aussi évoqué le problème des files d'attente devant les boulangeries, devant... ou les stands, alors il n'y a pas de file d'attente, mais il y a des stands qui sont dans les supermarchés, j'en ai été témoin, je suis allé voir, il n'y a pas que l'huile. Il n'y a pas que l'huile, il y a un certain nombre de produits qui commencent à faire défaut. Verra-t-on donc des files d'attente dans les supermarchés? C'est la question. Vous avez l'air de dire que Davos, finalement, se réjouirait de tout cela. On salue Monsieur Schwab. Oui. Herr Schwab, parce que figurez-vous que Davos, justement, qui a lieu en ce moment, à la minute où on se parle, nous, il se frotte les mains grâce à l'arrivée d'une famine globale. Voilà. Alors, comment exprime-t-il, en quel terme exprime-t-il cela? Alors, cette famine, si vous voulez, elle était déjà dans les cartons. Là, je vous explique. En effet, pourquoi croyez-vous que Bruxelles ait voté des lois, donc c'était il y a 2-3 ans, permettant de commercialiser en Europe, donc dans le secteur agroalimentaire, qui est quand même extrêmement protégé, vous le savez bien, pour autoriser la vente d'insectes, comme les sauterelles, par exemple, les sauterelles confites à la japonaise. Oui, ou les vers de farine. Oui, voilà, c'est ça. Comme aliment pour la population. Attention. Donc ça, vous voyez, en fait, le Davos, si vous voulez, ils sont toujours en mode prophylactique. C'est-à-dire que d'abord, ils font voter les lois en avance, largement en avance, et de manière, si vous voulez, à ce que toutes ces lois, si vous voulez, prennent tout leur sens au moment, paf, où il y a la famine. Et là, on y est, à cause de l'hyperinflation. Alors, c'est Maria Bartiromo, alors c'est l'ancienne présentatrice de CNBC, vous savez, la chaîne Echo, qui avait refusé de voir l'explosion de Wall Street, alors que c'était sous ses yeux en 2008 et 2009. Et elle a récemment interrogé sur Fox News, donc Fox News, c'est la chaîne Trump, vous le savez, Kyle Bass de Heyman Capital. Donc c'est une des célébrités du Dow Jones américain et des hedge funds. Alors qui lui a expliqué, donc c'est Monsieur Bass, que nous allons avoir une famine globale. Nous voyons déjà des hausses de 40% sur à peu près tout, car la Fed a imprimé bien plus d'argent qu'il n'aurait dû pendant les confinements. Là, c'est lui qui parle. Là, ils ont perdu le contrôle. On va vers une immense récession. Voilà. Donc ça, c'est l'information du 23 mai. Pour retrouver les images pour le montage. Voilà. Bref, tout le monde est d'accord. La rentrée de septembre va être vraiment spectaculaire. La Fed a doublé. Davos, aujourd'hui, ils savent qu'il y aura une pénurie et ça va déclencher les famines. C'est déjà le cas au Sri Lanka. Là, ils sont en train de... Mais on vous répondra que c'est un pays qui n'est pas encore très développé. C'est toujours comme ça, mais au Moyen-Orient. Je vous rappelle que là, les prix sont supérieurs, ont augmenté de manière supérieure, largement supérieure par rapport au printemps arabe d'il y a 10 ans. Au Liban, par exemple, c'est... Le Liban, ils sont hors catégorie. Le Liban... non, c'est hors catégorie, là. Ils sont... Au-dessus, c'est le soleil, comme on dit. Mais ils ont du mal à se nourrir. La population de Beyrouth. Mais c'est la Croix-Rouge qui les aide. Alors, je vous donne... Alors, vous, dans vos chiffres, vous donnez la Fed a doublé ses émissions en 2 ans. C'est monstrueux. En fait, ils ont... Alors, je ne sais plus où c'est là, dans le tas. Techniquement, si vous voulez, parce qu'ils ont tellement imprimé pendant le confinement, ils ont imprimé plus de dollars entre, on va dire, 2020 et aujourd'hui, que depuis 1913 jusqu'à 2020. Oui, c'est... À part ça, ça va, quoi. Non, il n'y aura pas d'hyperinflation, tout va bien. Voilà. Vous allez revenir sur l'hyperinflation. Mais la BCE, vous donnez un chiffre. 85% du bilan de la BCE... le bilan de la BCE, c'est 85% de l'eurozone. Oui.
C'était... C'est grosso modo, ils sont à part égale avec la Fed. Hein, c'est monstrueux. Mais c'est complètement monstrueux. Mais attendez, mais ils impriment comme des malades depuis 2008. C'est mon cheval de... Vous le savez, nos spectateurs sont bien placés, parce que depuis 5-6 ans qu'on fait cette émission... Et puis ça se vérifie cette fois. Nos informations se vérifient toujours. Hein, et nous donnons raison à un grand penseur de l'économie qui s'appelait Jean Bodin au XVIe siècle, qui a compris ce qu'était l'inflation, qui a été le théoricien de l'inflation. C'était un juriste angevin à qui, je crois, il faut rendre hommage à travers les siècles, un grand Français qui avait tout compris de l'inflation. Eh ben, justement, puisque vous parlez de Bodin, moi je vous parlais du chef de la police de Londres. Oui, alors lui aussi. Oui, il est anglais. Voilà. Alors, l'inflation fin 2022, alors je le dis à tous nos spectateurs, ça ne va pas être 20%, ça sera 30. 30, ils annoncent 30. Et encore, voilà. Oui. Ils annoncent 30, hein, on le voit bien. Pourquoi en tant que chef de la police le dit-il? Alors, justement, et cela dans le meilleur cas de figure, hein, l'inflation de... Voilà. Mais d'ores et déjà, les hommes politiques ont commencé à comprendre que l'inflation représente un véritable danger physique pour eux. Ah oui. Ils vont avoir chaud aux fesses là. On l'a vu au Sri Lanka. Hein. Ils ont tabassé les ministres, les députés, les journalistes, etc., qui leur ont raconté n'importe quoi à la télé. Genre BFM, vous voyez. Là, les Sri Lankais se sont gravement révoltés contre eux. Mais nous sommes tous des Sri Lankais. Le chef de la police de Londres a constaté une hausse massive des vols de nourriture dans les supermarchés. D'accord. Voilà. Ce qui prouve qu'il n'existe déjà plus d'espoir pour une partie de la population qui est tombée dans l'indigence. Voilà. Pour cette raison, il a ordonné à ses hommes, écoutez bien, à ses policiers, d'être bienveillants pour ces voleurs de dernier recours. Autrement dit, qui volent de la nourriture dans les supermarchés pour essayer de se nourrir parce qu'ils ne peuvent plus. Et moi, je salue tous les agents de sécurité qui sont dans les supermarchés, hypermarchés, parce que d'une part, pour moi, grâce à mes dédicaces pendant toutes ces années, ils ont été pour moi les yeux, parce que c'est eux qui me disaient... la fin du mois est au 15. Voilà, parce que à partir du 10-12, jusqu'au 10-12 du mois, les caddies étaient pleins, et à partir du 12, 13, 14, il n'y avait plus qu'un fond de caddies, des gens qui sortaient. Et puis il y a autre chose, à la sortie des chaînes, des tapis roulants de caisses, vous avez des caisses justement qui contiennent des produits de date périmée. Oui. Mais y compris des légumes. Des fruits. Et on voit bien que les gens vont piocher dans ces caisses. Ça fait de la peine parce que quelquefois ce sont des gens âgés. Non mais attendez, Martin Lewis, donc c'est le chef de la police, donc il avertit qu'il y aura des émeutes en raison de l'inflation qui est qui a explosé, si vous voulez, les dépenses des Anglais moyens. C'est sûr que les riches et les ultra-riches, le fait que les tomates aient pris ou les patates aient pris 1 euro de plus, ils s'en foutent complètement, ça ne les concerne pas. Mais en revanche, si vous voulez, dès que vous descendez, c'est-à-dire dans les 99% du reste de la population, effectivement, ça compte. Et en fait, c'est toujours, si vous voulez, des couches de la population qui tombent dans l'indigence. C'est des couches supplémentaires, en fait, qui tombent. Oui. Voilà. C'est comme un jeu de domino. C'est-à-dire que, imaginez chaque domino étant une classe sociale, ou avec, on va dire, une fourchette de revenus, et ces dominos tombent. Donc dans l'indigence. Vous avez raison, c'est parce qu'on voit dans les sondages que la crainte d'une partie des Français, c'est la régression sociale, la descente dans l'échelle sociale. Et c'est assez sensible, justement dans les périphéries. On le voit très bien dans les périphéries. On le voit dans certaines petites villes de province. Ça, j'ai pu l'observer, ça. Alors, vous voyez, regardez, le chef de la police, donc, il dit exactement la même chose que nous avons donné dans notre dernière revue de presse ensemble, ici, sur TVL. Regardez bien. Il dit que les choses vont se compliquer l'hiver prochain, puisque le prix moyen, alors écoutez bien, pour se chauffer, parce qu'à part l'hiver, on met le chauffage, ça va passer de 1971 €, ou les sterling, peu importe, à 2600. 2600. Ce qui serait alors la goutte qui fera déborder le vase du calme social. Le gouvernement doit agir vite, dit-il, très très vite, et empêcher à ce que les gens aient à choisir entre se nourrir ou nourrir leurs enfants, parce que là, on y est. Nous sommes habitués à avoir une certaine forme de pauvreté dans ce pays, donc il parle de l'Angleterre, mais là, on va vers l'absolue pauvreté.
Alors, je ne connaissais pas ce terme, mais on va le garder parce que de la pauvreté à l'absolue pauvreté, c'est-à-dire là, c'est la clochardisation. Oui, c'est-à-dire, oui, vous me suivez? Oui, bien sûr, mais l'INSEE a retenu cette catégorie. Il y a la pauvreté absolue, la pauvreté relative. C'est-à-dire, la pauvreté absolue, c'est quand les besoins les plus élémentaires ne peuvent pas être satisfaits. Et donc, c'est en effet une catégorie qui existe. Ah non, mais de toute façon, moi, je le vois, j'ai des lecteurs qui travaillent, qui ont des boutiques, qui travaillent dans des supermarchés, hypermarchés, qui gèrent des... etc. Les vols sont en hausse. Les vols sont en hausse. Attendez, mais l'Ukraine, mais attendez, les gens s'en mettent plein les poches. Vous avez des entreprises qui s'en mettent plein les poches. Là, c'est vraiment le prétexte. Oui, bien sûr. Mais alors, vous pensez que cette situation peut arriver en France, alors? Comment ça? Elle y est déjà. Pardonnez-moi. Non, mais j'ai pas entendu le chef de la police en France, mais... Eh oui. Non, mais vous avez raison. Non, très, très bonne observation. Ah, en revanche, on a entendu... attendez, parce que là, alors ça, mes chers amis spectateurs et spectatrices, ouvrez vos oreilles, restez assises. Le gouverneur de la Banque de France demande au GUE de ne pas réclamer d'augmentation. Ah, bien sûr, bien sûr. Et pourtant, les employés alors ça, c'était il y a une semaine. Oui. Alors, je vous dis... parce qu'on en a souvent parlé de François Villeroy de Galhau. Monsieur Villeroy de Galhau. Voilà, gouverneur de la Banque de France, où il touche environ 330 000 euros par an. Donc l'inflation, ils s'en foutent, ils sont complètement, surtout, ça ne concerne pas. Il a demandé à ses employés de ne pas demander... Et il estime, et je vous le dis, regardez, il estime que ce n'est pas le moment pour les Français de mettre la pression pour demander une hausse des salaires. Et cela, ils se sont donné le mot, il a rejoint, parce qu'on l'avait donné nous dans notre dernière émission, ensemble, ici même, il a rejoint le gouverneur de la Bank of England, Andrew Bailey, qu'il avait devancé de plusieurs mois. Prenez un chat voilà, et qui avait sommé les Anglais de ne pas demander de hausse de leur salaire. Oui. Et s'ils avaient froid, qu'ils prennent un chat sur leurs genoux. Non, ça c'était le patron d'une boîte de chauffage, EDF, genre EDF, énergie. Mais Villeroy de Galhau a fait une autre déclaration très intéressante qui renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Il a dit « Ah, mais l'inflation, c'est le prix à payer ». Parce que l'inflation... c'est le prix à payer pour les pauvres, quoi. Non, mais c'est génial. L'inflation qui est due à l'Ukraine, qui est due à la guerre en Ukraine, et le prix à payer pour défendre nos valeurs. Non mais, voilà ce qu'il a dit. François Villeroy de Galhau est une pourriture. Voilà. Qu'il me fasse un procès, je m'en fous. Est une pourriture. Déjà, pour avoir dit ce genre de choses, il se moque des Français. Il leur, pardonnez-moi, mais il leur pisse dessus. Hein, littéralement, avec ce genre de déclaration. Et alors là, c'est pas très grave. Moi, je trouve ça quand même incroyable de voir que le 1% de la population française méprise à ce point-là les 99 autres qui tournent à moins de 2000 ou à 2500 euros par mois. Non mais vous vous rendez compte? C'est cette somme-là. Expliquez-moi ce dont vous avez besoin, je vais vous expliquer comment vous en passez. Hein, c'est Laurent Fenn qui l'avait dit vous savez, dans la dernière revue papale, la revue de presse qu'on avait faite avec Laurent Fenn. Interrogé sur France 5, le gouverneur de la Banque de France estime que tout le monde serait perdant si les salaires augmentaient en ce moment. Ah bon? Non mais attends, j'ai lu ça, j'ai écouté le truc, j'ai dit non, c'est pas possible, il n'a pas dit ça. Villeroy de Galhau, non mais quel enfoiré vous êtes, non mais quel enfoiré. Et donc, selon monsieur Villeroy des très riches, voilà, que le salaire des smicards soit réaligné sur l'inflation, ils sont alors perdants? Non mais vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Mais ces mecs, ils sont fous. Mais après... Qu'il y ait une révolution en France en septembre, octobre, novembre, mais qui ne s'étonne pas que les gens viennent mettre le feu à la Banque de France. Non mais, je ne sais pas si vous réalisez. Oui. Je pense que nous avons un ministre de l'Intérieur et un ministère de l'Intérieur qui sauront empêcher ce genre de choses. Je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que c'est mal, je dis que c'est. Ben attendez, écoutez, que ce soit pour vous, pour moi, pour nos spectateurs, les seuls perdants dans ce cas seront les classes dirigeantes et ou patronales qui, elles, engrangent des bénéfices records depuis 2020, comme l'ont d'ailleurs prouvé les versements de dividendes depuis lors. Jamais les entreprises n'ont distribué autant de dividendes qu'entre 2020 et 2021, et même 2022. Non mais c'est quand même incroyable, quoi. Et voilà, vous avez un ultra riche qui dit aux pauvres, fermez-la, en plus vous êtes victime de l'hyperinflation, que moi, gouverneur de la Banque de France ou de la Banque Centrale Européenne, j'ai encouragé, parce que j'ai imprimé des centaines de milliards, des trilliards de fausses monnaies pour sauver le cul
pardonnez-moi cette expression, de mes potes banquiers et de mes potes à Wall Street, au Dow Jones, au CAC 40 et au FTSE. Et les potes banquiers en question vont pas si bien que ça, finalement. Parce que votre revue de presse fait apparaître que vous avez quand même pas beaucoup de banques qui ne vont pas bien. Non mais, félicitations, monsieur Villeroy du Mépris, franchement, qui par votre simple intervention, vous avez donné l'envie à des centaines de milliers de personnes de voter par réaction cutanée pour les indigénistes islamo-marxistes de la France insoumise. Ah mais moi j'étais révolté quand j'ai entendu ça. Hein. Ouais. Voilà. C'est par des petites phrases de ce genre que les révolutions se mettent en place dans la tête des gens. Voilà. Merci monsieur Villeroy du Mépris. Hein, Non mais comment peut-on mépriser les Français à ce point-là ? Le mec est gouverneur de la Banque de France. Pourriture. Et en plus, c'est un service public. C'est quasiment un service public. En plus, attends, il n'a plus aucun pouvoir. Le pouvoir est à la Banque Centrale Européenne. Banque Centrale Européenne. C'est une marionnette. Ouais. Il fait semblant. Hein, la marionnette, vous vous souvenez, là, le mec, là Oui, mais, vous savez, avec les trucs, là. C'est une marionnette, ni plus ni moins. Alors, continuons sur nos amis les banques, puisque nous étions sur nos amis les riches. Justement, on a des nouvelles de Sigmund Freud. Oui, j'ai vu Sigmund Freud. Non, parce que regardez bien, si vous voulez, ce clan des financiers banquiers. Regardez bien. Alors, je vais le faire simple, hein, parce que voilà. Sigmund Freud a été embauché chez Allianz. Oui. Alors, c'est l'un des plus gros hedge funds. Oui, mais il y a un hedge fund. Mais Allianz, c'est tout. Voilà, c'est d'abord un assureur. Mais tout l'argent que vous donnez à votre assureur Allianz, va dans le hedge fund. Il va dans la Allianz Global Investors. Hein, Allianz, voilà. Qui a tout fait pour que personne ne se rende compte que tout va de mal en pis. Alors, écoutez bien. Pas grave. Son pool hedge fund a lui aussi volé dans les airs et il a perdu 7 milliards de dollars. C'est ce que j'ai vu. Sans que cela n'affole la direction générale allemande. Pourtant, aux dernières nouvelles, les normes ISO 9000 ou 9001 sont mises au point en Allemagne, à Munich. Hein. Attention, ça rigole pas. Hein, les règles comptables. Mais on a vu que les Allemands prennent avec des libertés, il y a un nombre de plus que des libertés. Oui. Hein, plus que des libertés. Là, c'est du sadomasochisme à ce niveau-là. Là, ils se sont fouettés eux-mêmes. Donc, le hedge fund. Il a volé dans les airs. Oui. Et donc, alors, figurez-vous qu'ils ont tellement escroqué les clients, ils ont tellement bidonné leurs comptes, écoutez bien, que la justice américaine les a condamnés à 10 ans d'interdiction de donner un seul conseil financier aux États-Unis. C'est pas mal. C'est pas mal. Attends, c'est pas fini. Et monsieur Greg Tournant, donc qui était le CEO, hein, donc c'est le chef d'investissement, c'est lui qui décide où on va investir, les 9 milliards, machin, etc. Ils l'ont jeté en tôle, directement. C'est pour vous dire que quand la justice américaine s'énerve à ce point-là, c'est que, en fait, vous n'entendez parler que du haut de l'iceberg. Oui, tout le reste est caché. Voilà. Et qu'ils ont bien dû arroser, parce qu'ils l'ont fait quand même pendant des années, leur escroquerie, là, Allianz. Alors, dans le genre aussi, Melvin Capital, c'est pas mal aussi. Oui. Parlez-nous de Melvin Capital. Alors, je ne le vois pas, je ne sais pas si vous le l'avez. voyez. Melvin Capital rend l'argent à ses clients. Pourquoi ? Mais il n'arrête pas en ce moment. Attendez, je crois que c'est par là. Les marchés, tiens, ils sont là. Voilà. Melvin Capital. Qu'est-ce qui se passe là ? Ils ont fait de mauvaises affaires, une fois de plus. Non, c'est pas qu'ils ont fait de mauvaises affaires. C'est qu'ils gèrent des milliards, etc. Mais depuis le mois de mai, en fait, ils ont perdu grosso modo 25%. Oui. 25-30% des fonds qu'ils avaient à gérer. Donc, qu'est-ce qu'il a décidé de faire ? Il a décidé de tout rendre. Il a dit, je ferme tout, je rends l'argent. Je rends l'argent au client. Voilà, terminé. C'est un bel exemple. Oui, enfin, ils ont perdu 30% au passage, mais pour ça va, quoi. Bonjour les retraites, hein. Parce que n'oubliez pas, ce sont quand même des fonds de retraite qui donnent l'argent à ces hedge funds. C'est ça que nos spectateurs doivent comprendre. C'est que vos fonds de pension de retraite, à qui vous donnez de l'argent, en fait, que ce soit la Sécu, quelle que soit la chambre syndicale à laquelle vous appartenez, tout cet argent, Malakoff Médéric par exemple, oui. Tout cet argent, en fait, à un moment donné ou un autre, est placé soit à Londres, soit sur ou Wall Street, enfin bref, sur les marchés financiers. Donc les marchés financiers plongent, c'est tout l'argent de votre retraite qui plonge.
Voilà, tout simplement. Et donc là, ils sont en train de perdre. Donc ils ont décidé de fermer. Voilà. Il y a plus de 40 traders qui ont été renvoyés définitivement en attendant des jours meilleurs. Voilà. Non, mais c'est Monsieur Plotkin qui a fait ça. Voilà. Et ça me rappelle le film Margin Call. Margin Call que vous citez, en effet. Oui, mais c'est Margin Call à nouveau. Oui, voilà. Oui, Mais je l'ai toujours dit, en 2008, en fait, ils n'ont fait que, ils avaient pris la décision, soit ils nationalisaient toutes les banques, soit ils prenaient l'argent du peuple. Ils ont décidé de prendre l'argent du peuple, ça n'a pas suffi. Non. C'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, la totalité, si vous voulez, des économies des Français ne suffit pas aujourd'hui à rembourser la dette de la France. Voilà. Alors, on continue sur les banques, avec, il y en a une, c'est pas mal non plus, N26. Alors, N26. Alors, N26, Vous l'appelez criminel, banque criminelle, vous parlez. Ah mais attendez, alors justement, parce que j'ai un cas dans mon entourage proche, j'ai l'un de mes amis qui avait un compte N26, mais en fait, il y a beaucoup de gens, si vous voulez, qui sont à Strasbourg, Strasbourg-Metz, si vous voulez, proche en fait de l'Allemagne, hein, parce que N26, c'était une banque allemande. Voilà, donc N26 faisait énormément de pubs en Allemagne, et comme tous les gens en général à Strasbourg-Metz parlent allemand, vous regardez les chaînes allemandes, donc je dis tiens, je vais ouvrir un compte N26, blablabla, etc. Résultat des courses, il avait 5 000 € dessus, il reçoit un mail de N26 qui lui dit nous avons reçu un avis défavorable, ou je vous donne sa tête, du ministère des Finances allemand en plus, alors qu'il est français. Vous n'avez plus accès à vos comptes jusqu'à nouvel ordre. Et maintenant, il y a 10 000 clients en France qui sont dans ce N26, sont des voleurs. Alors, j'ai demandé à un ami policier si je pouvais, moi, ou nous à TVL, si on pouvait vraiment faire porter plainte contre N26 pour escroquerie en groupe organisé. Il m'a dit, t'as un compte chez N26 J'ai dit non, je suis pas fou. Il dit, tu peux pas. Voilà. Donc moi, j'invite, si vous voulez, tous ceux qui ont des comptes à N26 et quand ils vous ont volé votre argent, portez plainte pour abus de confiance. Abus de confiance, voilà, c'est ça. Abus de confiance. Abus de confiance, parce que c'est ça, c'est ce qu'ils font. Alors, on continue sur les banques. Je rappelle juste pour N26 qu'ils ont perdu 100 millions. Alors, ils ont dit qu'ils sont soi-disant recapitalisés, mais non. Parce que la N26 a été, comme d'autres banques, je le dirai jamais assez, N26 a été lancé sur un modèle économique avec des taux d'intérêt 5%, 10%, blablabla. Voilà. Sauf que on a les taux négatifs depuis quand même un certain temps maintenant, et que leur modèle économique est en train de s'écrouler. Alors, il y a plein de banques qui continuent. Rabobank, par exemple. Oui, vous l'avez le Rabobank. Je le vois pas. Alors, la Rabobank a décidé carrément, purement et simplement, de rendre l'argent client. Je dis voilà, nous on peut pas. Les taux sont négatifs, vos livrets d'épargne, on vous les rend. Demerden zizi. Könnte ich zu sagen. Rabobank. Et puis alors, on s'aperçoit aussi que les banques espagnoles, c'est pas mieux non plus. Non, mais tout le monde est à la même enseigne. Le modèle des banques a explosé. Voilà. Le modèle des banques a explosé, et aujourd'hui, ils ne peuvent pas survivre. Donc, ils ont pris la décision, soit ils sont en faillite, soit ils nous mettent en faillite. Donc, pour garder leur boulot, pour garder leur job, et surtout pour garder leur gros bonus en fin d'année, ils ont décidé, nous, on va rester vivants, puis on va plumer les clients. Voilà, c'est tout. Et là, maintenant, on le voit, la N26 est un exemple parfait. Tout à l'heure, on donnait le cas de la BNP qui a empêché un virement d'entreprise à entreprise dans la même banque. BNP à BNP Fortis, 300 €, ils ne le font pas. Voilà. Et puis alors, il y a notre Société Générale aussi, qui, elle, vient de perdre la Rosbank, qui, comme la France a perdu... à la limite, ça c'est autre chose. À la limite, mais ils vont laisser des plumes. Oui, c'est plusieurs milliards. Tiens, par exemple, monsieur Sierra a vu dans la presse espagnole un article qui montre la réalité de ce que préparent les banques via la Banque Centrale Européenne. Donc le gouvernement de monsieur Sanchez supprimera les obstacles juridiques, écoutez bien, à la saisie des comptes bancaires en cas de crise. Le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi visant la nécessité pour l'État de disposer des ressources nécessaires pour atténuer l'impact de nouvelles crises. Alors c'est bien emballé, le papier cadeau, le ruban. Je vous résume, ils vont vous niquer. Voilà. Non mais...
Ils vont prendre l'argent sur les comptes. Voilà, tout simplement. C'est ça qu'il dit. Ouais. Indice niqué. Relisez la phrase, c'est quand même extraordinaire. Je vous le redonne. Hein. Oui. Alors, pardon. Monsieur Sanchez, donc le gouvernement supprimera les obstacles juridiques à la saisie des comptes bancaires en cas de crise. Le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi visant la nécessité pour l'État de disposer des ressources nécessaires pour atténuer l'impact. J'adore, atténuer l'impact. On dirait une météorite, oui. Ouais. Bam. Hein, c'est la météorite de la dette qui arrive d'une nouvelle crise. Voilà. Alors, dans son article 28, elle reconnaît que le gouvernement peut réquisitionner des biens privés et exiger la mise à dispo des ressources humaines et matérielles, qu'elles soient publiques ou privées, blabla, pour faire face à la crise. Voilà, tout va bien en cas, donc c'est ce que dit tout va bien en cas de crise, donc guerre, crise financière, manifestation globale, blabla. Madrid pourra tout saisir pour le bien commun. C'est le sur modèle, les comptes bancaires. Voilà. Le modèle ça va arriver en France. C'est le modèle chypriote. Mais bien sûr, c'est le modèle chypriote. Qui va arriver en France. Chypre. Écoutez, j'y étais à Chypre. Ouais. Moi, franchement, j'invite nos spectateurs sur quotidien.com, onglet reportage. Ouais. Et là, vous allez retrouver mon reportage à Chypre. J'y étais. Voilà. Hein, et j'ai vu comment ils ont volé les gens. Ouais. Littéralement. Oui. Alors maintenant, l'Espagne... Surtout les Russes d'ailleurs à l'époque. oui, absolument. Surtout les Russes. Hein. L'Espagne maintenant, et alors, oui. Est-ce que ça peut arriver en France? Mais bien sûr, c'est BCE. Ça va franchir les Pyrénées. Mais c'est européen. Ben voilà. Alors, non, mais je le dis à nos spectateurs, préparez-vous. Cette guerre en Ukraine, ça va continuer. Ça va pas s'arrêter en si bon chemin, croyez-moi. Voilà. Alors, les Américains n'ont aucun intérêt. Oui, mais alors... nous allons faire une pause après avoir parcouru les joyeusetés bancaires. J'aimerais, Pierre, que nous revenions ensuite sur l'hyperinflation, bien sûr, mais surtout sur la hausse des taux d'intérêt. Parce que là, on a tout menace, en hyperinflation, parce que... Alors, on va le faire très simple. Hein. Vous voulez qu'on le fasse maintenant, là, tout de suite? Non, on va le faire après la pause. Si vous êtes d'accord. Parce que si jamais les taux d'intérêt... Alors, attends. Juste avant la pause, puisqu'on a parlé de la dette. Alors, c'est clair, les Français vont se révolter. Ce n'est pas possible autrement. Regardez bien. Les mesures d'austérité qui vont leur tomber dessus à la fin 2021. La dette... Donc fin 2021, oui. décembre. Oui. La dette est arrivée à 3 trilliards, ce qui en vérité est devenu ingérable. Et ce sont les retraités qui vont payer le prix exactement comme en Grèce. Lecteurs, spectateurs, soyez prévoyants. Ils vont vous raser de près. Voilà. Mais l'avantage, si vous voulez, avec notre émission, ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, c'est qu'au moins, eux, ils peuvent prendre des mesures prophylactiques, c'est le cas de le dire. Tant pis pour les autres. Ils ont qu'à s'informer. La France, c'est une grosse Grèce. Ça va être ça, bien sûr. Ouais, vous savez, en Grèce, à l'époque, j'avais fait 3 reportages en Grèce. Je me souviens, oui. Mais à quoi ils se sont d'abord attaqués, évidemment? Aux retraités. Bien sûr. Bon, je donne toujours cet exemple, je le redonne à chaque fois. Un pilote de chasse grec, donc un pilote, donc cadre supérieur par définition, de l'armée, l'armée de l'air grecque, il touchait, je sais pas, je vous donne de tête, 1200 euros de retraite, d'accord? Il a fini à 300 ou 400 euros. 300 ou 400 euros. C'est ce qui nous attend. Ouais. C'est ce qui nous attend, je le dis et je le redis. Voilà. Alors, tous ceux qui ne sont pas concernés parce qu'ils ont 25, 30 ans, 40 ans qui nous regardent, je dis, écoutez, faites des provisions, c'est très important, mettez de l'argent de côté, achetez de l'immobilier, de l'or, machin, etc. Parce qu'à un moment donné, ils vont saisir, comme on vient de le voir, ils vont vous saisir. Si vous avez un lingot d'or ou des pièces d'or, ils ne pourront pas vous les saisir, ils ne pourront pas venir chez vous. Oui, voilà. mais et là, indice niqué. C'est indice niqué à Bercy, là, pour le coup. J'ai vu sur les réseaux sociaux des conseils qui vont dans ce sens-là, c'est-à-dire, mettez-vous en situation de débiteur. C'est-à-dire Oui, c'est bien vu. Mais la situation de débiteur est très dangereuse. Pour une raison très simple, c'est que les banques n'attendent que ça. Vous êtes à découvert à votre banque, vous faites un chèque, et ils vont vous le mettre... Interdit bancaire impayé déjà, donc vous allez prendre 300 euros de frais divers et variés, plus toutes les emmerdes qui vont avec, donc il faut récupérer le chèque, le payer, etc. Et si vous ne pouvez pas le récupérer, vous êtes interdit bancaire. Donc là, vous êtes dans la merde, jusqu'au cou. Après, c'est fini. Bon, eh bien nous allons... Non, franchement, moi je déconseille. Bon, alors... Je déconseille cette... ça, c'est du n'importe quoi, ça. Sur ces propos réjouissants, nous allons faire une pause. C'est vraiment très réjouissant. Nous allons faire une pause et... Après, nous allons vous parler de la famine.
j'aimerais On va se revenir. faire allumer par tous les gens qui n'ont pas d'humour. Avant la famine, on ira sur les taux d'intérêt. Alors, avant d'aller sur les taux qui vont remonter, Oui, lol. j'aimerais que nous en finissions avec nos amis les banques. Car vous avez Non, mais encore des surtout choses la à dire. N26. Surtout la, N26. je vous donne, voilà, très rapidement. Je vous lis par exemple un témoignage. J'ai sans doute perdu 25 000 euros. Mauvaise blague pour des centaines de Belges qui avaient souscrit à la banque N26. Leur compte a été soudainement clôturé la semaine dernière. Les clients lésés craignent désormais que les gérants se soient emparés de l'argent. Mais évidemment qu'ils se sont emparés. J'adore. On craint que. Non. Indice niqué, point terminé. Voilà. N26 refuse de répondre aux questions de la presse, mais nous affirme par voie de communiqué qu'il s'agit d'une erreur. Ça fait quand même beaucoup d'erreurs. Hein. Ça fait quand même c'est des centaines de milliers de gens qui ont été privés. Et ils s'attaquent aux plus faibles. Oui, bien sûr. Ils s'attaquent aux plus faibles, aux noms à consonance étrangère, à ceux qui sont nés, comme la Société Générale, qui a pris l'argent, qui a bloqué tous ceux qui sont nés en Russie. Ah oui. Ah oui, ils pouvaient plus. Le BNP, pareil, de mémoire. Tous ceux, alors, c'est simple, ils appuient sur un bouton sur leur ordinateur, dans le fichier client. Tous ceux qui sont nés en Russie, ils ont bloqué leur compte. Voilà. Y compris des gens, des Russes qui sont mariés à des Françaises ou des Français mariés à des Russes, naturalisés, hein, Ou des qui Russes vivent blancs, depuis. qui sont là depuis un siècle. Exactement, bien Enfin, sûr. leurs Enfin, un descendants. siècle, ils sont mourus. Hein. Leurs Ils sont descendants. mourus. Ou qui leurs sont descendants, arrivés bien sûr. Dans les années 20. Alors, non, mais je ne sais pas si vous réalisez. Donc, les victimes, chaque minute, des nouvelles victimes se signalent. Des Allemands, des Français, des Hollandais, des Belges, etc., etc. Voilà. Et alors, juste cette dernière ligne concernant les enfoirés les voleurs de N26. Vous savez, alors, ils ont envoyé des propositions de crédit à leurs clients. Voilà. Vous savez quel est le taux d'intérêt qu'ils leur proposent ? 10,5. À l'heure où tout est les taux négatifs, justement, et vous voulez aborder ce sujet. Alors, si les taux montent, tout saute. Évidemment. Parce C'est que clair. C'est, si je puis dire, les taux des taux. C'est ça. On est pris en étau. Exactement. Et si on maintient les taux zéro, eh bien... On est en taux négatif. L'épargne, ou taux négatif, l'épargne, les banques vont souffrir, vont mourir même, ou mourru comme vous dites. Alors, écoutez, regardez bien le tableau derrière nous parce que il vous indique, si vous voulez, la réalité. C'est-à-dire, vous devez prendre en compte deux choses. Entre le taux d'intérêt de la banque sur les différents pays et le taux d'inflation. Oui. Et donc, vous faites... je parle de l'inflation officielle. Hein, Oui, INSEE, oui, oui. Je parle, parce que ça, c'est la fausse inflation par définition. Mais, for the sake of justice, on prend juste ça. Voilà. Et bien, vous obtenez, si vous voulez, vous faites donc taux bancaire moins inflation, et vous obtenez le taux réel. Oui, bien sûr. Et en fait, vous vous retrouvez avec un taux négatif encore plus grand. Voilà. Nominal moins inflation. Exactement, voilà. Alors ça porte des noms scientifiques, mais moi j'appelle ça un disniqué. Hein. C'est ça. Je ne comprends pas, parce que le ministre des Finances, reconduit dans ses fonctions, nous avait dit, avant les élections présidentielles, que tout allait bien. Et puis, une fois Macron ça c'est pour que vous votiez bien. Oui, C'est pour que vous votiez tout va bien, il faut voter Macron. Et puis, il prévient les Français maintenant que la Une fois situation que Macron est élu, s'annonce difficile. un disniqué. Mais je voudrais comprendre quand même. Comment peut-on... Mais Bruno Le Maire, mais je ne sais même pas ce qu'il fait au ministère des Finances, mais bon, pourquoi pas. Tiens, justement, puisqu'on aborde le sujet, Monsieur Le Maire est prof d'allemand, j'aurais pu l'avoir comme prof. Hein, Quoique, je suis un peu... non, je crois pas. Alors, je vous montre une capture écran très intéressante. Alors, ça vient de CNN ou de CNBC ou de Fox, je ne sais plus. Ça date du 16 mai. Alors, regardez bien pourquoi les économistes sont archi nuls. Oui, j'ai vu ça, oui. Ça, c'est très intéressant. Regardez bien. Pour une raison très simple, ils n'ont jamais travaillé de leur vie. Les banquiers non plus. Les banquiers, si, quand même. Mais les économistes, si vous voulez, C'est pas l'argent qui dans travaille la pour eux Fed, voilà, c'est les banquiers qui travaillent pour eux. Voilà. Non, c'est l'argent qui travaille pour les banquiers. Voilà. Si vous leur donnez la supérette ou l'épicerie en bas de chez vous à gérer, je vous garantis, ces économistes-là qui paieront sur BFM, etc., en 3 mois, ils déposent le bilan. Simple, clair et net. Voilà. D'accord. Non, mais c'est invraisemblable. Regardez, ça, c'est tous les patrons de la Fed. Hein, des différentes banques qui constituent la Federal Reserve. La crise que nous vivons depuis 2008 s'explique en partie grâce à cette capture écran de Fox qui a voulu montrer que ces banquiers n'ont jamais, banquiers centraux je parle, n'ont jamais travaillé de leur vie.
Alors FOMC, le FOMC, ça veut dire Federal Open Market Committee. Donc c'est un truc un peu technique pour la dette, etc. Pour vendre les bons du Trésor et tutti quanti. Voilà. Et vous regardez bien, l'un d'eux est un membre de McKinsey. Ben voilà. Bah voilà. Tout s'explique. C'est QFD. C'est QFD. Non mais tout le monde est en taux négatif, c'est ça que vous devez voir. Ouais. Ouais. C'est quand même gravissime. Et les taux négatifs détruisent l'épargne des gens. Oui. Et les épargnants allemands sont fous de rage en ce moment. Là, en ce moment, il y a un mouvement de révolte en Allemagne, on le voit dans la presse allemande, qui devient, si je puis me permettre, acerbe. Oh, bien. Je l'ai pas fait exprès. Non mais sérieusement, vraiment des articles d'une violence inouïe contre la politique de la Banque Centrale Européenne. Voilà. Oui. Mais, et contre la Deutsche Bank, non. Parce que son patron a démissionné. Non mais il y a eu des morts là, il y a eu un mouru là. Oui. Il y a un gestionnaire, c'est le deuxième, c'est le deuxième gestionnaire qui lui avait touché au dossier Trump. C'est lui qui, voilà, mais il est mouru. On avait donné ensemble il y a peut-être 2 ans un mec de la Deutsche Bank qui s'est suicidé sur son balcon à Malibu. Oui, vous vous souvenez? Personne ne se suicide à Malibu, ça n'existe pas. Il s'est suicidé à bout portant. Oui, avec 2 balles dans la tête. Voilà. Et ben là, on a un autre de Deutsche Bank, il est mouru. Vous retrouverez la liste sur quotidien.com. Enfin, quotidien.com, c'est un tremplin. C'est jevanovic.com. Voilà. Alors, je voudrais quand même, dans ce contexte de hausse des taux et de monnaie facile, je voudrais comprendre pourquoi M. Macron a acheté pour 112 milliards de bons du Trésor américains. Est-ce que vraiment c'était opportun de le faire? Je vous remercie pour votre observation. Rappelez-vous, lors de nos précédentes émissions, j'avais dit ici que Macron est un traître à la France. Alors, on sait que c'est un traître, parce qu'il ne travaille que pour l'Europe. C'est un européaniste convaincu. La France doit défaire son histoire. Il déteste les Français. Je ne comprends même pas comment il est élu entre nous, mais pourquoi pas. Merci à Mme Le Pen qui a facilité son élection. Là, on le voit. La France ne peut pas Elle est endettée à 3 trilliards. De quel droit mettons-nous l'argent du peuple français dans des bons du Trésor américain? Alors, je ne sais pas si vous avez le montant. Parce que je 112 milliards. 112 milliards. On a acheté des bons du Trésor américains, 112 milliards, à taux, forcément, je veux dire, je ne sais plus, c'est 1% ou 1,5%, mais c'est fondamentalement négatif, vu que cette année, on va avoir entre 20 et 30% d'inflation. Voilà. Donc c'est de l'argent qu'on donne aux Américains, et ça ne peut être fait que par volonté politique. Et c'est pour ça que je dis, Macron est un traître à la France, il ne travaille que pour les Américains. D'ailleurs, tant et si bien, je vous rappelle quand même que c'est avec M. Macron que d'un seul coup, l'administration française a commencé à se débarrasser des bouts de ce qu'elle devait faire en le donnant à Bain Company, à McKinsey et à qui sais-je encore. C'est du jamais vu dans l'histoire de France, de l'administration française, pardon. C'est tout à fait nouveau. C'était pas quelque chose d'imaginable, même sous Chirac, encore moins sous Pompidou, alors que dire de Gaulle. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous voyez la trahison, vous voyez, c'est dans ces petits détails qu'on le voit. Et ça fait des années. Vous n'êtes pas le seul à utiliser le mot de traître. On songe au livre de Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui, à propos c'est exactement de Macron, ce qu'ils ont dit. Le livre « Le traître et le néant ». Mais Fabrice Lhomme et Gérard Davet. Voilà, Lhomme et Davet. Voilà. Lhomme et Davet, en fait, ils ont choisi leur titre soigneusement. Oui. Et s'ils ont mis le traître dans le titre, c'est pas par hasard. C'est qu'ils sont intimement convaincus, après avoir fait leur enquête qui a duré 5 ans par définition, que Macron est un traître. Voilà. Parce qu'ils ont interrogé énormément de monde. J'ai lu leur livre. Je les félicite d'ailleurs. C'est très très bien fait. Remarquable. Oui. Mais c'est un traître. Ils le disent. C'est comme le camembert ou le port salut. C'est marqué dessus. Voilà. Le traître et le néant. C'est-à-dire, non seulement c'est un traître, mais en plus, il n'y a rien dans sa tête. Il n'y a aucune envergure, il n'y a rien. C'est juste un techno-banquier. Voilà. Merci Madame Le Pen pour l'avoir fait lire. Avec le cynisme des techno-banquiers. On le voit à certaines dispositions, et notamment à la constitution du gouvernement. C'est le cynisme le plus total. On est d'accord. Mais et si vous voulez, pardonnez-moi. Est-ce que le mot
Intérêt national. Qu'est-ce que Bien c'est commun. Quoi? Bien commun. Intérêt national. C'est bien qui? commun. C'est qui? Est-ce que ça signifie C'est une quelque équipe de chose? football? Pas vraiment. Pas vraiment. Intérêt national, d'accord. Je connaissais pas. Ah bon? Non, non. Bah, lui non plus, apparemment. Non, il connaît pas, évidemment. Et bien évidemment. commun, Il bien est là commun. pour effacer la France. Voilà. C'est ce que disent Davet et l'homme, hein. Oui, oui. Effacer la France. Il faut déconstruire l'histoire de France. Oui. C'est pas moi qui l'ai, ni vous, c'est Emmanuel Macron. Voilà. Alors, justement, permettez-moi, parce que Emmanuel Macron, grâce à cette fausse élection qui a été organisée depuis, avec la complicité de Madame Le Pen et du RN, hein, Et aussi des médias surtout avec les médias, surtout avec les qui médias, ont fabriqué ce qu'on appelle des prophéties autoréalisatrices. Oui. En annonçant, évidemment, des résultats pour l'un et pour l'autre. Non mais attendez, Madame Lagarde, et encore bon, c'est pas elle, hein, la Banque Centrale Européenne peut imprimer autant d'argent qu'elle veut, hein, voilà. Mais elle peut pas imprimer des tomates, elle peut pas imprimer des pommes de terre, hein, en appuyant juste sur un bouton, hein, et on a 300 tonnes de tomates, de pommes de terre, de courgettes et que sais-je encore, d'haricots verts. Hein, ça, ils peuvent pas l'imprimer. Hein. Alors, ce qui va se passer, et c'est justement notre chapitre hyperinflation, on va y venir, hein, parce qu'on l'avait traité, je le redis, j'espère qu'on va retrouver notre émission là, qui avait sauté. Avec Macron va se retrouver face à des révoltes invraisemblables, et je peux vous dire que j'aimerais pas être à sa place. Donc, il s'est fait élire, très bien, mais ça risque de très très mal se terminer pour lui. Alors, moi, Pour lui et pour le gouvernement français en général. Hein. Parce que là, on voit la traîtrise de ce gouvernement. Oui, mais je voudrais savoir si vraiment le peuple français a cette capacité à se révolter. Écoutez, on verra bien. Je pense que, n'oubliez pas, les révoltes ne peuvent se faire que quand les frigos sont vides. Là, on y va. Là, on touche du doigt les frigos vides. On en a souvent parlé ensemble depuis des années. Mais les frigos on sont l'a encore toujours pleins. dit. Et les caddies aussi. Oui, sauf qu'avec une hyperinflation de 30% cette année, le frigo, il ne va pas être vide longtemps, hein, je vous le dis. Et surtout que les salaires ne vont pas augmenter de 30%, pardonnez-moi. Alors, monsieur le maire, vous savez ce qu'il a dit ce matin? J'ai entendu ça juste avant d'arriver ici. Il a demandé... contredisant du coup le gouverneur de la Banque de France, il a demandé aux chefs d'entreprise augmenter les salaires, hein, parce que sinon je vais avoir chaud aux fesses moi. Oui. C'est ça qu'il a dit, hein, entre parenthèses, hein, sans le dire. De façon euphémique. Euphémique. Alors. Oui, mais il y a des augmentations de salaire. Il y a certaines entreprises qui acceptent de le faire. Tiens, attendez, regardez. J'ai une autre info, vous voyez, j'ai oublié. Regardez. Puisque j'enchaîne sur ce que vous dites. À peine élu, Macron, monsieur le maire avertit les Français que la situation économique allait devenir très difficile. Oui. Hein, alors que juste avant l'élection, elle était très bonne. Oui, c'est une escroquerie de plus, mais bon, sémantique. Alors, ne pas s'étonner que presque 30% des gens décident de ne plus voter, déjà, face à des menteurs de ce genre. Première chose. En Angleterre, c'est différent. Ils n'ont pas d'élection, et du coup, le Bernard Tapie local... Alors c'est une célébrité locale en Angleterre, Sir Martin Sorrell a déclaré que le pays allait affronter une vraie tempête, mélange d'inflation et de récession, suite aux déclarations de la Bank of England. Pour le rappel, le gouverneur avait demandé aux Anglais de ne pas demander une augmentation de salaire à leur patron, exactement comme monsieur Villeroy de Gallo. Voilà. Il est dit, nous sommes dans une tempête absolument parfaite. Et il a annoncé aux Anglais que ce que ni Boris Johnson, ni la reine, et encore moins le gouverneur, n'ont fait expliquer aux citoyens qu'ils seront ruinés par l'hyperinflation. Et ce n'est pas la faute de Poutine. Voilà, c'est tout. Parce que ça a commencé avant. La preuve, c'est que nous, on en a parlé avant la guerre. Bien sûr. Voilà, tout simplement. C'était avant-guerre. Et, bien joué, avant-guerre. Ah oui, excellente là. Bon, non, mais sérieusement, c'est vrai, ça s'était amorcé. Et ça ne pouvait pas ne pas s'amorcer tôt ou tard. Bon, compte tenu de... Alors, il y a quand même des économistes qui nient l'influence de la planche à billets sur l'inflation. Alors écoutez, s'il y a des non mais moi j'adore. Alors allez sur quotidien.com, à droite dans la colonne, vous avez la liste de tous les économistes les plus nuls les uns après les autres, dont Jacques Sapir. Hein, je lui ai taillé un costard quand même. Hein, c'est Jacques Sapir que Jacques Sapir. Je suis désolé, il a pas vu arriver l'effondrement de Wall Street. Hein. Non, c'est vrai, mais attendez.
On ne peut non, pas mais non plus demander à un économiste de prévoir l'avenir. Ah mais si, excuse-moi. On peut. Attendez. Attends, moi je l'ai prévu. Alors explique-moi Oui. comment Sapir ne l'a pas vu. Alors, c'est lui qui l'expliquera. Mais Non, ce que je veux dire, c'est je que suis pas du tout d'accord la là-dessus. science économique n'est pas une science prédictive. Mais non, mais ça n'a rien à voir avec la prédiction. Je veux dire, comment expliquer que Sapir n'a pas vu que les 10 plus grandes banques mondiales cherchaient à se recapitaliser en même temps? Oui. Et il doit être aveugle. Ouais. Mais il y en a d'autres. qui l'ont pas Excuse-moi. vu. Non, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas vu non plus. Justement, j'ai fait la liste. Donc Sapir en fait partie, hein, comme Touati, comme Delamarche même. Personne n'a rien vu venir. Hein. Ouais. Non, mais on était 10 dans le monde. On était 10 à avoir prédit ça en février 2008, je 2008, précise. oui, bien sûr. Février, pas oui, septembre, hein, oui. ni 2009. Ouais. La crise des subprimes, la fameuse crise des subprimes qui a... Non, c'était une crise bancaire. Oui, Quand bien les sûr. banques cherchent à se recapitaliser, ça veut dire quoi sémantiquement? Ça veut dire qu'elles n'ont plus de capital. Bah oui. Recapitaliser, ça veut dire qu'il n'y a plus de capital. Non, on donc avait il faut compris, aller en monsieur chercher. Jovanovic. Pardon? On avait compris. Non, mais Merci. j'insiste sur Oui. le fait, et j'en ai marre de voir des gens comme Sapir ou d'autres qui nous expliquent des trucs alors qu'ils ne les ont même pas vus venir. Sainte colère. Ça y est, nous l'avons, notre sainte colère. Continuez, mon cher ami, continuez. Non, mais excusez-moi, mais. Mais ne vous excusez pas. Vous êtes là pour vous exprimer, exprimez-vous. Non, mais j'en ai Continuez. marre de ces économistes à Bon. deux balles. C'est ce qu'on voit d'ailleurs tout à l'heure, on en a parlé. Oui. Et ces mecs n'ont jamais bossé de leur vie. Donc, notre grosse Grèce, qui s'appelle la France, Oui. a un endettement colossal, les taux vont remonter. Mais les taux ne pourront jamais remonter autant que l'inflation. Donc Voilà. c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on est toujours en taux négatif. Ça ne fait que déplacer la chose. Nominal moins inflation. Voilà, bien sûr, ça bien ne sûr. fait que déplacer le truc. Bien sûr, mais pour évidemment. le public, on va lui dire ah mais les taux sont remontés, c'est formidable. Oui, tu parles. Non, nominal. Waouh. Le taux nominal, c'est le taux d'intérêt du moment. C'est ça. Bon, ou le taux, donc, et l'inflation, évidemment. Mais alors, Tiens, je vous donne un exemple. Allez-y, Attends, allez-y, un allez-y. exemple concret. Moi j'aime bien le Allez-y, mon concret. cher, allez-y, Hein, c'est allez-y. pas comme Sapir. Hein, voilà. tiens, De notre lecteur, Monsieur Laurent, qui dirige une entreprise de transport logistique. Alors voilà, nous devions construire un bâtiment en Franche-Comté avec un budget de 2 millions d'euros. En négociant le prêt sur 12 ans, cela ressortait avec des intérêts autour de 100 000 euros. Mais avec la hausse, les intérêts sont passés à 300 000 euros. Si vous rajoutez les hausses des coûts de construction, le budget a pris 1 million d'euros de plus. Conclusion, on va repousser le projet ou l'annuler. Voilà. Et tous les chefs d'entreprise sont confrontés à ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cisaillement. Oui. C'est exactement comme un pilote d'avion qui est en atterrissage à Roissy ou à Orly, qui est confronté juste au moment d'atterrir à des à des cisaillements et qu'il faut qu'il soulève l'avion au risque de le faire exploser carrément au moment où il touche le sol. Quoi. et donc, dans ce cas-là, il redécolle. Bon. Bah, soit il redécolle, soit ça se Soit passe il casse mal. la Quoi. gueule. C'est vraiment ça. Alors, ce cas-là induit aussi du chômage. Mais bien sûr. Et induit aussi des fournisseurs Mais vous qui ne avez fourniront raison. pas. Mais vous avez raison. Et donc, nous entrons dans ce que les économistes, pardonnez-moi, appellent la stagflation. Des quoi? Des économistes? Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que La c'est? stagflation, Des la- économistes. Moi, j'ai un très bon voyant, monsieur Efulum Kurba. Voyant mais- médium qui guérit à distance et répare votre ordinateur Ah bon de la place de Clichy. Il oui. est meilleur que Sapir. Hein. Bon, monsieur Jovanovic, vous êtes méchant avec Mais non, les je suis pas collègues. méchant, je suis Non, taquin, je suis Sérieusement, taquin. sérieusement, vous m'avez fait perdre mon idée avec votre magicien. Non, sérieusement. Vous parlez de qui? De monsieur Sapir? Non, décidément. Soyons sérieux. Donc, je reviens. Non, mais à ça cette fait histoire. plaisir d'avoir un peu de bonne humeur dans l'émission, Bien parce que sûr. quand même, on donne des Bah, c'est pas informations marrant, c'est pas assez marrant. traumatisantes, hein, Non, mais alors, fondamentalement. justement, la stagflation, c'est ça. C'est nous n'avons pas de croissance et Moi, ça nous me fait avons de penser à l'inflation. Stalag. Oui, mais le problème, si vous voulez, c'est qu'il y a des périodes où nous avons eu de l'inflation avec de la croissance. Mais c'est Jacques Et là- Delors qui a supprimé l'indexation des salaires sur... Oui. C'est cette pourriture de Mais là, Jacques Delors. nous- Delors, je le précise, on le dira jamais assez, c'est la gauche qui a favorisé le chômage par rapport à une monnaie forte, c'est-à-dire au passage à l'euro. Voilà. Je suis pas le seul à le dire. Hein. Non, bien Alors sûr. là, tout le monde est d'accord sur le... Il y a même des économistes qui le Il y disent. a même des économistes qui le disent. hein. On est d'accord. On est d'accord. Non, mais sérieusement, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, on paye le prix. On a
l'inflation sans la croissance, c'est-à-dire la stagnation, c'est-à-dire éventuellement à terme le chômage. Alors, on nous a dit que le chômage allait, oui, l'emploi, et c'était juste avant amélioré. l'élection, il a baissé. Maintenant, il va remonter. Vous Non, inquiétez mais en pas. réalité, il a baissé dans les catégories A, c'est-à-dire les catégories supérieures, Mais dès que vous prenez La nébuleuse du chômage, voilà, c'est ça. c'est une catastrophe. Mais bien sûr, évidemment. c'est une catastrophe. Alors tiens, je vous donne un autre exemple, hein, très vite fait. Le prix des voitures de location, ont été multipliés par 2, voire par 3 entre 2019 et aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire qu'un truc qui vous coûtait 300 € pour l'une voiture à Nice ou à Cannes, maintenant c'est 750. Ouais. Je vous donne. Vous verrez le tableau derrière nous. Et puis, il y a des stocks énormes de voitures neuves. Et mais c'est les une catastrophe. constructeurs bradent. Ils savent pas quoi en faire. Et ça, c'est mauvais signe. C'est très mauvais signe, ça. Alors, il y a un... tiens, nos lecteurs témoignent, si vous voulez, des hausses du vol dans les supermarchés. J'ai vu, il dit, en fait... j'ai vu tous mes articles... C'est M. Belmont, qu'on salue. Il dit, j'ai vu tous mes articles augmenter de 30%. Là, on est le 16 mai. Hein. Oui. Sans compter la paupérisation du centre-ville de Bruxelles, par exemple, où il faut compter que j'ai des vols quasiment tous les jours, sans compter plus de 40% de vols. On me détruit ma marchandise, je suis obligé de mettre des articles, etc. Enfin bon, c'est une catastrophe Oui, pour tout le monde. Et là, ça ne va faire que monter en puissance. Septembre, octobre, novembre, ça va être... Décembre, ça va être très très dur. Est-ce que la presse nous parle de tout ça? Non. Il ne veut pas. Si, il vous parle de la hausse des prix, mais c'est à cause de l'Ukraine. C'est Poutine. Il est pratique, Poutine. Il faut tout lui mettre sur le dos. Donc, Mais la presse, je pense par exemple à Libération, qui est de nouveau en faillite. Vous avez de l'humour. Vous êtes taquin, vous aussi. Qui est hein. encore en faillite. Il parle de sa pire, Libé? Non. Mais M. Drahi, par exemple, qui a payé Alors, pour je veux pas Libé. un Qu'est-ce canard que j'en ai fait? personne n'achète. Moi, je vous donne l'info, si vous voulez. On remercie nos collègues confrères de Challenge. C'est Challenge Challenge, Non. qui a glissé une peau de banane au quotidien Libération. Il est en faillite, malgré les millions d'aides que Macron leur a données. Je rappelle que Macron a donné 1 milliard, quasiment, à la presse. Et vous publiez la En 2 ans. division la répartition des subventions, et à chaque fois, ça fait 666. Non, ça c'est autre chose, oui. Ils font curieux. ça. Mais sa première étape a été 666 millions à la presse. Oui. Hein, ça c'était en 2020, rappelez-vous. Oui. C'est au Oui, moment oui. du confinement. Hein, voilà. Alors, Denis Oliven, Oui. qu'on salue, directeur financier du journal, explique qu'en 2021, Libération n'a perdu que, j'adore le que, 8,5 millions d'euros. C'est quasiment 10 millions, quoi, on arrondit. Hein, voilà. Et ça, ils n'ont perdu, ça c'est grâce aux millions que Macron leur a donnés. Hein, voilà. N'importe quelle autre entreprise aurait été liquidée, mais Libération, comme c'est Israël Mossad Drahi, donc entre autres too big to fail, hein, c'est clair, la perte en 2020 a été de 12 millions d'euros. Voilà. Alors, question, à combien seraient montées les pertes de Libé sans l'aide de Macron? c'est question pertinente, mon cher Olivier. Et ça fait Eh bien, ça ferait 15 millions, j'ai gagné. Ouais. En fait, clairement, personne n'achète Libération. Plus personne. Et pourtant, Libération est cité tous les jours dans la revue de presse. Et il fait autorité. Enfin, pas chez moi, en tout cas. Hein. Oui, non, je sais bien. On l'avait deviné, ça. Non, mais il faut interrompre parce que, pour une raison très simple, Olivier, je vais l'expliquer. Parce que vous avez 2 types de journalistes. Vous avez les journalistes audiovisuels, d'accord, qui ne sont que audiovisuels. Et vous avez les journalistes de presse écrite, d'accord, qui ne font pas d'audiovisuel ou très peu. Les journalistes audiovisuels se reposent intégralement sur ce que écrivent les journalistes de presse écrite. Voilà. Et c'est là où viennent leurs sujets. Donc ils vont, tiens, Le Monde a écrit ça, donc ça fait un sujet à l'écran. Libé a écrit ça, Le Parisien a fait ça. Vous voyez, c'est que ça. Si vous regardez BFM ou CNews, ce n'est que ça. Hein. Voilà. Les journalistes d'audiovisuel, si vous voulez, sont les parents pauvres, si je peux dire. Ils sont foutus d'écrire un article en entier. Déjà, à la base, il faut le savoir. Surtout la nouvelle génération. Voilà. Et donc, le pire, si vous voulez, c'est que c'est votre argent, le mien, et surtout celui de nos spectateurs. C'est votre argent, mes chers spectateurs et spectatrices, qui part dans les poches du Mossad, Drahi, Libé, Drahi. Attends, Drahi, il n'a pas été radin, hein, il a mis 50 millions aussi dedans. On salue monsieur Drahi, monsieur BFM. 50 millions il a mis pour que Libé ne fasse pas faillite. Et malgré ça, ils sont en faillite. Vous pouvez m'expliquer ça? Ouais. Comment peuvent-ils dépenser autant? Enfin, il y a des choses qui m'échappent. Il n'y a pas de miracle, ils n'ont pas de clients, c'est tout. Oui. Personne ne veut les lire.
Personne ne veut acheter News. Oui. Oui, parce qu'on est obligé de les lire dans les avions, par exemple. On vous distribue Libération. Voilà, Patrick Drahi a fait un don de 50 millions d'euros pour éponger les pertes du journal en 2020. Pas si vieux que ça. Non. C'est il y a 2 ans. Et malgré cela, il a reperdu 8,5 en 2021, malgré les aides de Emmanuel Macron. Traduction, c'est ce que vous dites, plus personne n'achète le journal. On est bien loin du Libé des années 80-90. Le baron de Rothschild, déjà, avait donné le là quand il avait sauvé le quotidien d'une première faillite. Voilà, on salue le baron de Rothschild. Et je dois dire que, à l'époque, Libération, quand même, avait une autre tenue. Hein, et, il faisait du vrai journalisme. Hein. Oui, voilà. oui, il y avait quelques titres un petit peu originaux. La première fusée Ariane qui retombe à l'eau, et Libé titre Ariane, la France lance un sous-marin. C'était méchant. Bon, c'était méchant. C'était méchant, mais c'était drôle. Mais alors, elle avait fait une très bonne une à l'époque soviétique où on voyait tous les caciques du Politburo. Oui. Et l'URSS vous présente ses meilleurs vieux. Bon, ça, oui, c'était super. C'était pas mal. Non, mais c'était drôle. Mais vous savez, c'est un art, la titraille. Hein. Oui, bien sûr. C'est un art. C'est véritablement un art. Bon, c'est fini. Puisque vous parlez de Moscou, nous, alors je salue Jean-Michel Saint-Ouen du Quotidien de Paris. Alors, parce que vous savez qu'il y avait Charles Pathé, vous savez, des cinémas Pathé. Oui, bien sûr. Et en fait, figurez-vous que c'était un agent du KGB. C'est un espion du KGB. Et donc, il a été arrêté par la DST. Donc, à l'époque, je couvrais cette affaire et le procès pour le Quotidien de Paris. Et donc, Jean-Michel, on avait trouvé un super titre, La vie de Charles Pathé, tranche par tranche. Voilà, donc là, ça, rien que pour cette une, c'est une des plus belles unes du Quotidien de Paris. Oui, bravo. Très bien. Excellent, oui. Ah oui, non, mais c'est un art. Ah oui, c'est tout un art, oui. Alors, juste une chose. Moi, j'avais fait un titre comme ça aussi au moment de la réforme des retraites de Fillon, la petite réforme de 2003. Bon, courage Fillon. Bon, courage. Non, elle est très bonne. Ouais. Non, mais vous avez fait, vous avez au bonheur des dabs. Hein, oui. Alors tiens, à propos de au bonheur des dabs. Il n'y a plus de dabs. C'est au malheur des dabs maintenant. Oui. Hein, c'est au malheur des dabs puisque les banques australiennes ont confirmé. Oui, suppression à la presse locale qu'en effet, les milliers de DAB dispersés dans tout le pays seront progressivement retirés et qu'ils ne seront pas remplacés par des modèles plus performants. Donc l'objectif est d'amener tous les clients à l'utilisation des applications bancaires. Voilà. Donc ils vont désinstaller 4000 distributeurs. C'est complètement énorme. En fait, on voit bien, si vous voulez, que le programme de Davos est appliqué à la lettre. L'Australie est vraiment en avance. Ah oui, voilà. Suppression de plus d'argent liquide. Donc il n'y aura que des applications de téléphone à votre banque et c'est tout. Ouais. Et si vous ne plaisez pas à votre banque, ils appuient, ou à l'État, ils appuient sur un bouton et vous êtes coupé de tout, vous ne pouvez plus rien payer. Voilà. On est dans... voilà. On est dans l'apocalypse. Je veux dire, mais oui, c'est de l'apocalypse. Écoutez, les cavaliers de l'apocalypse. Les cavaliers de l'apocalypse. Voilà, on va voir le chiffre, le graphique. C'est très important ça. Regardez bien. Une dizaine d'usines agroalimentaires ont mystérieusement brûlé aux États-Unis, et cela juste en quelques jours. Difficile de mettre cela sur les propriétaires en difficulté, vu que les prix de l'alimentaire se sont littéralement envolés. Oui. Donc ils ne vont pas brûler la poule aux œufs d'or, c'est le cas de le dire. Exactement. Oh, elle est bonne. C'est de l'agroalimentaire. Oui. Hein, voilà. En revanche, on ne la brûle pas, on la rôtit. On la rôtit, on la fait bouillir. Exactement. Ce que ces incendies malencontreux vont peser dans le circuit alimentaire des Américains, déjà touchés par des graves problèmes d'importation. Voilà. Et donc, regardez bien la carte, vous voyez que ça ne colle pas. Voilà. Et donc, Qu'est-ce que vous voulez dire là, Pierre Ça ne colle pas, si vous voulez. Vous ne pouvez... Qu'une usine agroalimentaire brûle dans l'année, pourquoi pas? Mais que 20. Regardez la carte derrière nous. Ou 30, je ne sais plus combien il y en a. Que tous ces trucs partent en flammes ou que soient sabotés, etc. Ils organisent. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, Davos organise la famine. Et dans les 4 cavaliers de l'Apocalypse, vous avez le cavalier de la famine. Après celui de la vaccination. Mais oui. Oui, eh bien, j'invite... nos téléspectateurs... voilà, c'est l'article « Le cavalier de l'Apocalypse de la famine est en approche ». Voilà. Il faut aller admirer cet extraordinaire chef-d'œuvre qui date du XIVe siècle. Lequel ? Et qui est exposé dans le château d'Angers
et qui est le tapis. la tapisserie. La de tapisserie. l'Apocalypse. La tapisserie. Pardon. Excusez, I beg your pardon. Puis, Excusez-moi. enfin, Le tapis de l'Apocalypse. Ah, pourquoi pas, après tout. Hein. Alors, mais un petit tapis. Mais non, l'Apocalypse est une œuvre monumentale. Oh non, d'accord, Absolument, magnifique. Absolument. Ah ben, justement, exceptionnelle. tiens, j'ai des précisions à vous apporter là-dessus. N'oubliez pas, les protestants ont toujours... C'est pour ça que les protestants utilisent le 666 en permanence, là, hein, comme Macron, etc. Ils ont toujours voulu retirer ce livre de leur Bible ou de leur Nouveau Testament pour la simple raison qu'ils ont toujours pensé que c'était le délire d'un fou, donc de Jean, qu'il y avait trop de saints et d'anges. Thomas Jefferson, donc Oui. le père fondateur des États-Unis, avait même voulu qu'il Président soit, des États-Unis, oui, oui, qu'il soit retiré des nouvelles impressions. Il ne voulait pas voir l'Apocalypse parce qu'il considérait, comme beaucoup d'exégètes américains de l'époque, théologiens, etc., disaient que c'était le délire d'un dingue et qu'il fallait le retirer, que c'était pas sérieux. Voilà. Et il s'était même mis, du coup, à vouloir réécrire le Nouveau Testament en y enlevant, il a voulu enlever tous les miracles du Christ et des anges et des... Voilà. C'est intéressant. Mais c'est intéressant, vous savez pourquoi? Bah, dites-moi. À mon avis, c'est parce que l'Amérique croit en elle-même et c'est déjà la manifestation de ce qu'on appelle la Manifest Destiny. C'est-à-dire qu'elle remplace la destination du peuple juif puis du peuple chrétien Oui. par sa propre destination. Ah, c'est une très bonne observation. en effet. Manifest Destiny, qui est l'incarnation même de toute la politique américaine, la structuration de toute la politique américaine. Elle a une destinée à faire le bien dans le monde, à répandre le bien, y compris auprès de la guerre et de massacres épouvantables, comme en Irak, comme dans d'autres pays. En Mais c'est ça. Afghanistan. C'est ça, l'Amérique. C'est ça, Manifest Destiny. C'est une hypothèse que je livre à nos téléspectateurs et que je vous livre. Je la partage. C'est d'autant plus intéressant, si vous voulez, que vous connaissez les États, les Bible Belt, Oui. la ceinture Oui, biblique. biblique, oui. Parce que eux, ils sont carrément apocalyptiques. eux. Oui, alors, il y a ces deux tendances. si vous voulez. Exactement, ces deux tendances contradictoires, Ouais. paradoxalement. Oui, bien sûr, elles sont. On est d'accord. Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, nous allons terminer, mon cher Pierre, cette revue de presse qui fut fort Alors agitée. attendez, juste parce qu'on a ouvert avec les ultra-riches. pour la route, Juste pour la route. Pour la route. Un peu long parce qu'on va au Liban. Alors, 5 heures en avion. Hein. Ouais, voilà. Alors, le quotidien de Beyrouth a réalisé une enquête approfondie qui a permis de comprendre pourquoi le gouverneur de la Banque centrale du Liban n'est toujours pas en prison. Alors, c'est simple. En fait, ils ont découvert, si vous voulez, que en se concentrant sur la Suisse, le Luxembourg et les dépendances de la couronne britannique, c'est-à-dire île Vierge, machin, Jersey, blabla, eh bien, figurez-vous que tout a augmenté de 3,5 milliards de dollars entre l'été 2019 et octobre 2021 pour atteindre quasiment 11 milliards de dollars. Au-delà de ces seuls paradis fiscaux, enfin bon bref, les ultra-riches libanais ont tout sorti. Ils ont été avertis par Riyad Salamé dès l'été 2019 et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à sortir leur argent. Voilà. Il leur a sauvé les fesses. Son frère est en prison, à Riyad Salamé. Ils l'ont jeté en prison. Oui. Mais lui n'est toujours pas en prison, alors que c'est le plus gros escroc banquier sur Terre. C'est énorme. On salue M. Salamé. Et alors, pourquoi n'est-il pas en prison? Parce que. Mais parce qu'il les tient tous. Il les tient. Voilà. Par les bips. Eh bien, nous allons terminer sur ce bip. Par les noisettes. Voilà. Hein, la caisse d'épargne, vous savez, sûr, c'est un écureuil avec des noisettes. oui. Voilà. Mon cher Pierre, vous êtes Bon. bien en verve aujourd'hui. Oui, mais écoutez, j'ai pris quelques jours de vacances, donc j'ai retrouvé, se sent, j'ai retrouvé la pêche. Et Eh bien. merci donc à tous nos spectateurs qui nous font la grâce de nous regarder, la gentillesse de suivre nos émissions. Voilà, vraiment. Et on leur dit à très très bientôt. Merci à vous tous, merci à vous mon cher Olivier. Au revoir Pierre. Au revoir.